qui en fait a le pouvoir de tout changer parce que c'est ce qui compte en réalité pour les politiciens. Est-ce qu'on c'était des démarches pour leur faire comprendre? C'est en dehors du film quand même. Anne, ça ne te dérange pas de répondre? Ça ne te dérange pas de répondre à cette question? C'était par rapport à la question de l'engagement politique, de rapport aux politiques. Est-ce que c'est vraiment une dépolitisation ou bien, si j'ai bien compris, un refus des formes de politisation conventionnelles? Est-ce que tu peux répondre? Enfin, Anne, on a une compétence ici, donc on en profite. Oui, bon, beaucoup de travaux, beaucoup de recherches, d'enquêtes menées auprès donc, de ces jeunes des cités ont montré depuis longtemps, en raison d'une défiance effectivement très importante qui est bien rappelée et montrée dans ce film à l'égard des institutions quelles qu'elles soient du reste, hein, mais évidemment des institutions politiques. Et cette défiance aboutit à un rejet, en tout cas, de la politique telle qu'elle est portée par les grands partis et par les grands partis de gouvernement. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne puisse pas y avoir, et c'est une vraie question, et ça a été beaucoup débattu par les sociologues, spécialistes de ces questions, au travers de ces émeutes, une forme aussi d'action politique. On peut interroger finalement le sens de ces émeutes. Est-ce qu'il y a du politique? Est-ce qu'il y a de l'expression politique dans ces émeutes? Ou au contraire, est-ce qu'il faut les voir uniquement du côté de la révolte sociale, d'une contestation sans message politique? Alors il y a eu beaucoup de divergences, de discussions entre les sociologues. Gérard Mauger, l'un d'entre eux, avait parlé d'expression proto-politique, pour dire que c'était une amorce d'expression politique, d'action politique, mais ça peut être discuté, parce que, voilà. Bon. Du coup, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais on peut comprendre qu'il y a effectivement un écart très grand entre la façon dont ces jeunes peuvent ressentir voilà, le monde qui les entoure et le relatif abandon effectivement, dont ils font l'objet, et l'exclusion dont ils font l'exclusion sociale dont ils font l'objet dans ces quartiers. Et donc c'est difficile après d'imaginer qu'ils peuvent adhérer finalement à un parti ou à voilà, un programme politique. Bon, moi j'avais une question quand même. Oui, le privilège du micro. Je me suis dit, mais vous n'avez pas eu envie à un moment d'aller filmer, de faire des interviews de policiers? On en a fait. Oui, Merci. Anne, elle est spécialiste dans la question piège. Mais c'était le cas. Mais je reviendrai juste pour compléter la première question, pour quelque chose qui n'est pas dans le film, mais 6 mois avant les événements, en avril 2005, il s'est passé localement un événement, c'est-à-dire les associations locales et un collectif s'est mobilisé pour dénoncer les propos du député maire, qui s'appelle Jacques-Alain Benisti. Ceux qui sont spécialisés un peu en linguistique connaissent. Jacques-Alain Benisti avait rendu un rapport qu'il avait déposé auprès de Dominique de Villepin, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur. Et dans ce rapport, il avait fait le lien entre bilinguisme et délinquance. Une des causes majeures de la délinquance, c'était le bilinguisme. Voilà. Donc ça, c'était son rapport, la thèse centrale de son rapport. Et dans une interview à un magazine en ligne qui s'appelle Afrique.com, ouais, c'est le débat public, on a été là, hein. Et dans un magazine à Afrique.com, il avait même dit, en parlant des jeunes de la cité, le gros problème, c'est que chez eux, ils parlent davantage bamboula, après c'est non, bambara, que le français. Donc les journalistes avaient tout gardé. Et donc, un certain nombre d'acteurs, dont je faisais partie, mais il ne faut pas le dire, avaient créé un collectif localement, le collectif Bamboula.
Et ce collectif-là avait organisé une manifestation devant la municipalité, manifestation conventionnelle, classique, banderole, mot d'ordre, et même un petit service d'ordre pour encadrer le tout. Cette manifestation, tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont participé aussi aux émeutes de novembre, qui ont affronté la police, étaient présents. Et ont respecté le cadre de la Convention. Donc là, on a une forme de politisation qui est conventionnelle et qui est vue comme mobilisation politique, mais c'est les mêmes personnes qui ensuite ont affronté les forces de l'ordre, avec les cailloux, etc. Une partie d'entre eux. Et moi, j'ai été un peu dérangé, enfin, moi j'ai été intéressé par ce débat sur infrapolitique, protopolitique, etc. Cette discussion qui a eu lieu, je veux dire, quand on regarde les modalités d'émergence des émeutes, quand on les écoute parler, ils ont un discours, ils ont un argumentaire, ils ont une rationalité. Et ces émeutes-là ont une rationalité qui est de l'ordre de la contestation, mais tu l'as dit, Anne, de la contestation, de la rébellion. Et je veux dire, à moins de considérer que n'est politique que ce qui est conventionnel, c'est un parti pris que je ne partage pas. Il y a des mobilisations non conventionnelles qui sont politiques, qui sont motivées par une volonté de dénoncer et de changer une situation. Alors bien sûr, ça ne prendra pas les formes habituelles. Le problème avec ces mouvements-là, c'est que se greffent parfois des attitudes très délinquantes. Et ça s'y greffe. Mais il faut penser l'articulation, à faire l'un contre l'autre. Un type de délinquance qui se greffe à ça. Il y a eu une étude dans le Nord qui est assez intéressante, c'est que sur les voitures brûlées, il y a une enquête approfondie qui a été faite, et un tiers des voitures brûlées, c'était des arnaques aux assurances. Et puis c'est aussi le moment, ces émeutes-là, de régler des contentieux. Par exemple, quand il y a eu les émeutes ont commencé à Villiers-sur-Marne, vous avez le bureau, le bar tabac, a été tout de suite saccagé, et le responsable du PMU bar tabac, il a été frappé. Mais il y a un contentieux entre le bar tabac et les jeunes de la rue qui est connu de tous. Et du coup, eux, ils ont profité. L'émeute est apparue comme une espèce d'opportunité, de structure, de moment d'opportunité pour régler d'autres contentieux. Ensuite, si on prend leur destin, c'est intéressant de voir ce qui... Ça fait 5 ans ce film. Ça fait 5 ans ce film. Et donc, le boxeur Moussa est toujours boxeur et responsable associatif. Moussa, l'agent de sécurité médiateur, est toujours médiateur, agent de sécurité, mais il s'est devenu entrepreneur dans différentes branches, il crée de l'emploi. Michael, qui parle de faits, qui se cache devant les jeunes filles du lycée. Aujourd'hui, Michael, il a créé une association qui a 39 salariés. 39 salariés, Michael, en 5 ans. Hein. Et puis, il traite directement avec le préfet, les cabinets ministériels, etc. Mara est en prison. Mara, malheureusement, est en prison. Kevin est devenu artiste. Donc, il travaille, il ne peut pas vivre de son art, mais il est rappeur, il commence à se faire un nom sur la place hip-hop en France. Adama travaille pas, c'est toujours sur la tangente. Celui qui est flouté, il travaille aujourd'hui après avoir eu quelques années dans le trafic de drogue et être passé pas loin de la mort. Vous voyez, les destins évoluent, mais globalement, les destins avancent correctement. Aucun d'entre eux ne s'est engagé politiquement. Non, je ne parlais pas du djihad, mais politiquement. Il y avait ta question. Pourquoi est-ce que la police... Alors, on a interrogé la police. Pourquoi on les a... Alors, on a interrogé plusieurs policiers, on a interrogé la commissaire divisionnaire. Alors, d'abord, on avait beaucoup trop de rush. 52 minutes, 55 heures de rush. On a interrogé le maire, la responsable du centre social, enfin bref, on a interrogé 3 fois plus de personnes. Et le choix qu'on a fait, c'était, on a regardé ce qui se faisait, c'était de donner la parole à ceux qui en ont été confisqués. Ça, c'est un choix de réalisation, ça a été de ça. Deuxièmement, on a interrogé les policiers, et ils n'ont vraiment pas été bons dans l'interview. C'est-à-dire que, par exemple, la commissaire nous a dit, mais pourquoi est-ce qu'on contrôle tout le monde? Mais en fait, on veut on contrôler qu'un seul, mais quand on ne veut pas faire de discrimination, on contrôle tout le monde. Ça me fait rire, mais vous voyez, si je mets ça dans le film, c'est pour elle déjà que sa carrière, elle en prend un coup, et puis les gens qui nous font confiance, on fait attention à ce
On ne veut pas mettre en difficulté les gens, y compris les personnes qui n'ont pas le bon rôle, entre guillemets. Et surtout, ils n'ont pas été convaincants. C'est-à-dire que ça n'apportait rien de plus. Ça n'apportait rien de plus, vraiment. Et le député maire, on l'a interrogé, et tous ces agents les interrogeaient, mais ils étaient dans une langue de bois pas possible. Et nous, la condition pour ce film-là, c'était de mettre de côté et de ne pas perdre du temps pour un discours langue de bois qui allait occuper de l'espace et en enlever à ceux qui n'ont pas tout le temps la parole. Vous avez la parole là, et puis ensuite... Merci beaucoup encore une fois pour l'occasion d'être ici. Une question, je ne sais pas si vous pouvez me répondre. Quelle était l'enfance de ces enfants, de ces jeunes? Est-ce que la formation est obligatoire en France? Et comment ça se fait que ces jeunes ils ne savent pas lire et écrire? Qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils étaient jeunes dans la cité? La formation, les profs sont comment et pourquoi ils sont arrivés à ce moment-là où ils ont été chassés de l'école? Est-ce qu'il y a d'autres institutions qui prennent conscience de ça? Est-ce qu'il y a des petites attentions à leur formation pour offrir un meilleur avenir à ces jeunes? Alors, comme vous avez vu, la plupart de ceux qui ont la parole, alors on n'a pas fait de casting. On a fait de casting sur le profil scolaire. On a fait le casting sur l'expérience. On n'a pas fait de casting sur la couleur de peau non plus. On a fait le casting sur l'expérience. Quelle expérience on voulait raconter? Puis on a été voir les personnes pour demander qui correspondaient à cette histoire, qui était intéressé ou pas. Mais il y a un niveau de ségrégation sociale et raciale dans ce quartier qui se voit, hein, quand vous voyez la rue. Vous voyez que c'est un quartier très ségrégé. Sur la question scolaire, ça c'est une question classique. On peut porter le regard sur le fonctionnement de l'institution scolaire et l'élitisme et son élitisme qui désavantage un certain nombre de groupes sociaux. Deuxièmement, c'est les familles. Le poids des familles dans l'entrée en scolarité, dans le suivi, est très important. Et là, vous avez beaucoup des familles en question où les parents eux-mêmes ne savent pas lire ou écrire ou ont un faible niveau scolaire. Et troisièmement, il y a la question des synergies à l'échelle locale. Et c'est des synergies où ceux qui sont en échec tirent vers eux un maximum de monde. Ils n'ont pas tous le même niveau. Adama, par exemple, a un bac. Michael, non. Mara, non. Moussa a un niveau très très bas. Et c'est celui qui est le plus riche aujourd'hui. Vous voyez, financièrement parlant, il y a des retournements. C'est de déterminisme à tout prix et définitif. Mara a un très très bas niveau scolaire. Il faut bien savoir que si je prends le cas de Moussa, moi j'ai bien travaillé sur son histoire dans le cadre de mes recherches. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui a décroché scolairement. C'est quelqu'un qui n'a jamais accroché scolairement. Et ça, pour moi, c'est un point qui est important, c'est-à-dire que Moussa, dès le CP, il redouble. C'est-à-dire la première année de cours élémentaire, il est déjà, il redouble. On s'est rendu compte qu'il avait des problèmes de dyspraxie en CM1. C'est trop tard. En tout cas, c'est trop tard dans un fonctionnement de l'éducation nationale en France qui ne prend pas le temps. Qui ne prend pas le temps, il faut suivre. On rentre dans le wagon, soit on suit, soit on redescend sur le dos. On n'a pas cette souplesse, cette flexibilité qui permettrait de prendre le temps pour beaucoup de monde. On a beaucoup d'élèves en primaire, mais ils le disent. En primaire, ils étaient déjà déconnectés. Ou ils s'ennuyaient, ils commençaient à faire le bazar en classe, à se faire remarquer, jusqu'à que ça donne lieu à des mesures disciplinaires. Alors il y a quelques associations qui localement essaient de lutter qui font de l'accompagnement. Mais ces associations qui font de l'accompagnement, il faut bien savoir qu'elles sont pleines. Il n'y a pas une place de libre. Mais vu les locaux et ce qui est disponible, elles peuvent accueillir 50 personnes. C'est-à-dire que même si tous les parents voulaient, il n'y aurait pas de place pour tout le monde. C'est le cas. Je crois qu'il y a une chose qui m'a intéressé, c'est Jobard, c'est ça? Fabien Jobard. Ouais. Beau nom pour un... Bref. Mais c'est lui, ce qui m'a intéressé, c'est lorsqu'il pointe sur la spécificité française, et là je crois que c'est important comme spécificité française, du contrôle d'identité. Parce que, alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à comprendre pour des anglo-saxons, puisque bien sûr c'est une réalité qui n'existe pas dans les pays anglo-saxons, cette idée d'identité. Chacun doit avoir une identité. Et l'identité, c'est-à-dire que sa carte d'identité. Ce que ça veut dire quand même, c'est quand même terrible ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes obligé d'avoir une identité
française en plus. Un phénomène qui est inexistant, comme il le dit, dans la plupart des autres pays, et les contrôles d'identité. Alors ça, je crois que c'est central aussi à la question, puisque ça avait été le sujet des élections politiques présidentielles dernières, où un des candidats s'était engagé plus ou moins à arrêter les contrôles d'identité, ou alors à les contrôler eux-mêmes, c'est-à-dire que la police soit contrôlée dans ses contrôles d'identité, que le policier lui-même soit identifié et s'identifie. Fournissent un récépissé. Voilà, fournissent un récépissé et s'identifie lorsqu'il fait un contrôle d'identité. Parce que là, il est très clair que ça, cette question de l'identité, du contrôle d'identité, c'est au cœur de beaucoup des problèmes, beaucoup de la polémique. Et on le voit quand on est comme moi, un voyageur qui se balade à la gare du Nord tous les jours, où sans arrêt, on voit ces contrôles d'identité qui tournent mal. Bon. Alors, il y a une étude sur les contrôles d'identité menée par Fabien Jobin, notamment avec René Lévy, l'équipe du CESDIP, financée par l'Open Society Institute, qui est financée elle-même par Soros, et donc qui finance beaucoup de recherches de type qui permettent du monitoring derrière, de l'action publique, de la mobilisation. Et ils ont montré, alors sur Gare du Nord, sur Châtelet-Les-Halles, des lieux très populaires, ils ont mis en place une méthodologie qui permet de comptabiliser les contrôles d'identité et de définir le profil de ceux qui sont contrôlés. Et ils ont montré que si vous êtes, par exemple, maghrébin, d'origine maghrébine, vous avez 7 fois plus de chances de vous faire contrôler que si vous êtes blanc, habillé de la même manière. Il y a le facteur habillement qui rentre en ligne de compte. Si vous êtes noir, vous avez 6 fois plus de chances d'être contrôlé que quelqu'un qui est blanc et habillé de la même manière. Par contre, si vous êtes... pardon, je vous donne la parole juste après. Si vous êtes maghrébin, en costume... Maghrébin et noir, vous avez 13 fois de... Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a des noirs au Maghreb, par exemple, mais je crois que le noir annule le côté maghrébin. Et donc vous gagnez un point. Hein, vous gagnez un point. Vous gagnez un point. Mais c'est vrai que c'est des choses qui sont mesurables, et c'est pareil pour la réponse pénale. Mais il faut bien se rendre compte que la situation est tellement absurde que quand vous êtes localement, ce qui m'est arrivé de voir, où j'arrive, je vois des contrôles d'identité, moi je suis identifié. Hein. Apparemment au commissariat, méfiez-vous de lui, il est sociologue, il connaît des journalistes et des avocats, c'est la peste. Mais plus jeune, j'ai été beaucoup contrôlé. Aujourd'hui, vraiment, il me laisse tranquille, il m'évite. Par contre, quand je les vois contrôler, c'est ça. Moussa, donne-moi tes papiers. Vous entendez bien? Moussa, donne-moi tes papiers. Donc, il est déjà identifié. Le contrôle d'identité ne sert pas à identifier, c'est-à-dire à connaître et à reconnaître une personne. Il les appelle par leur prénom. Il les tutoie. Moussa, donne-moi ta pièce d'identité. Moussa, tu sais qui je suis. Donne ta pièce d'identité. Voilà. Donc la situation, à quel point elle est absurde. C'est pas une question, c'est juste en venant ici de l'aéroport, j'étais dans le queue et j'avais quelques jours avant, j'avais eu un récépissé pour pouvoir me déplacer et c'était une question de si je l'aurais pour pouvoir voyager. Et j'arrive au contrôle de passeport et il y a une personne devant moi. Moi, je suis phénotypiquement européenne, lui, il n'est pas. Et je le vois avancer. Le contrôleur lui dit « Ok, j'ai besoin de voir votre récépissé, votre titre de séjour. » Et moi, j'arrive, je suis déjà en train de défaire mon sac pour chercher le mien. Il me dit « Est-ce que vous avez un titre de séjour ?» Je dis « Oui. » Il dit « Je vous crois. » Voilà. Et je me suis dit « Mais vraiment ?» Devriez. Voilà, ça m'a absolument étonné. Et personne ne m'a jamais contrôlé l'identité. C'est plus simple. Moi, j'ai été contrôlé en France, au moins 3 fois. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été contrôlé. Mais en général, quand ils voyaient mon passeport canadien ou un permis de conduire, ils devenaient très respectueux. Mais c'était juste pour relativiser par rapport à la question des contrôles. Je voulais juste mentionner, je ne sais pas si tu en as parlé, il y a une pratique assez controversée à Toronto, qu'on appelle carding, en fait, qui vise essentiellement les minorités visibles, bon, qui sont souvent aussi des minorités audibles, c'est pas comme moi, mais surtout les Noirs.
Et il y a, les politiciens ont avancé sur la question. Le maire qui vient d'être élu a dit qu'il était contre, il fallait la maintenir, il fallait la supprimer. Ensuite, à la fin, il a dit, écoutez, ça ne fait pas de sens. Alors, il y a un gros débat là-dessus, il y a des réflexions qui pourraient peut-être intéresser. Mais je ne sais pas si je vais poser la question que je souhaitais poser, mais je vais quand même la poser, mais t'es pas obligé de la répondre. Vu que tu as parlé de l'abondance des roches, mais il y a quand même une archive que j'espérais voir en regardant le film. C'est quand même, elle existe certainement, l'image de ce ministre de l'Intérieur pendant les émeutes qui était au rez-de-chaussée et qui a insulté copieusement la racaille. Et je crois qu'à l'époque, je regardais à l'époque France 2, ça n'a pas changé d'ailleurs, et ça avait contribué sensiblement à enflammer la situation. Moi, ma question, c'est est-ce que c'est une omission, c'est un choix, c'est un oubli, ce qui m'étonnerait, mais tu n'es pas obligé de répondre. Mais je vais répondre. Je me dis ce soir. Non, c'est juste que ce n'est pas le sujet du film. Le sujet du film, ce n'était pas d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a eu des émeutes de 2005. Le sujet du film, c'est de dire, 5 ans après, qu'est-ce qu'il en est de la vie sociale et de la vie quotidienne par rapport aux questions qui ont été posées. C'est pour ça qu'on n'est pas revenu. Il y a d'autres films qui l'ont très bien fait sur la genèse des émeutes de novembre, de l'automne 2005. C'est pour ça. Mais sinon, il n'y a pas que ça comme déclaration. Il y a le coup du Karcher à la Courneuve. Il y en a eu d'autres avec ce cher ministre de l'Intérieur. Oui. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'est devenu le vieux monsieur Borgne. Ah. Puisque 5 années se sont passées, est-ce que justice a été rendue ou pas? 11 ans. Non, mais depuis le film. Depuis le film. Non. Et puis il a arrêté d'attendre. Il en reparle. Moi, je me rappelle avoir suivi pas à pas ces événements-là. Et Ali est toujours Ali, c'est-à-dire il travaille comme livreur le matin, il est mécano pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent dans la cité l'après-midi, puis le soir, on le croise pas loin de chez lui pour taper la discussion, il fait grandir ses enfants, et puis il a fait le deuil d'une réparation, d'une reconnaissance politique de l'œil qu'il a perdu. Mais alors, vous, les sociologues, les intellectuels qui ont fait tout ça, vous ne pouviez pas agir pour que justice soit faite? On a agi pour que justice soit faite, mais justice refusait d'être faite. Ça, c'est très compliqué aujourd'hui, mais là, il a perdu un œil. Il y a des gens qui ont perdu la vie, et les policiers ont été relaxés. C'est un point de fixation, c'est un vrai problème en France que de faire reconnaître des violences illégitimes de la part des forces de police. C'est très compliqué. Mais là, on parle de l'affaire David. J'ai suivi, Marat a eu une affaire aussi, dans laquelle j'ai témoigné. J'étais présent. J'ai témoigné. Il a été condamné avec Moussa. J'ai témoigné. Il a été condamné. On a été plusieurs à condamner. Je ne suis pas assez honorable, peut-être, comme ce membre du cabinet ministériel. Il y en était plusieurs à témoigner. Mais non, il y a cette idée que finalement, ces bavures, ces excès, ces violences illégitimes sont en gros le prix à payer par une partie de la population pour que l'ordre civil soit maintenu. Quand on regarde les rapports entre la police et la justice pénale sur ces questions-là, la seule chose qui change chez les magistrats, notamment au tribunal de Créteil, là où j'ai mené mes recherches, ce qui change, c'est que les juges ont repéré un certain nombre de policiers qui venaient de manière récurrente, qui étaient toujours les mêmes qui portaient plainte pour violence, et c'était toujours les mêmes qui étaient mis en question par la population. Et donc là, il y a un certain nombre de magistrats qui disent « Vous n'allez pas vous faire un complément de salaire sur ces gens-là ». Donc il y a beaucoup d'affaires comme ça qui sont soit classées sans suite, soit le parquet ne poursuit pas parce que ça fait la 10e affaire avec le même policier. Mais cette question-là n'évolue pas. Et Philippe a eu raison de rappeler que c'était quand même une attente dans les quartiers populaires, une promesse de François Hollande d'instaurer le récépissé par rapport au contrôle d'identité, ce qui permettrait de comptabiliser les contrôles, leur récurrence, et de voir les cibles, ce qui permettrait de se mobiliser contre cette forme-là de pratique policière, mais il a décidé de ne pas, enfin lui, je ne suis pas sûr que ce soit lui, plus Valls à mon avis, ont décidé de ne pas aller contre l'avis des syndicats de policiers qui sont très puissants. Les syndicats de policiers se sont mobilisés, n'en voulaient pas du tout, c'est eux qui ont bloqué. La loi est passée, mais il n'y a pas eu de Mais est-ce que la loi est passée? Non. Non, la loi n'est pas passée. Ce qui est passé dans la loi, c'est l'obligation pour les policiers de porter un matricule. Voilà, ce qui est déjà à mon avis, un bon début.
Ouais, mais alors, dans les expérimentations qui ont lieu, ça a très peu d'effet. Par contre, sur le contrôle, sur le récipicé, il y a des expérimentations qui ont été menées en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Europe, d'autres pays d'Europe du Nord, où il y a une vraie efficacité, c'est-à-dire que ça réduit considérablement à partir du moment où ils sont comptés, où les gens peuvent venir. Bon, bah, ça fait 12 fois. Donc ils peuvent se mobiliser. Ils peuvent se mobiliser, et puis le même policier ne peut pas revenir contrôler la même personne 3 fois, parce que là, il y a des preuves pour aller s'opposer à ce type de pratique. Là, il y a une vraie efficacité. Je voulais savoir, ça sort un peu du film, mais donc là, c'est les jeunes qui s'opposent aux policiers dans le cadre des banlieues. À cette même époque, il y avait les casseurs, comme on les appelait à la fin des manifestations anti-CPE. Le parallèle qu'on peut faire entre ces deux formes de violence, finalement, est-ce que ces personnes-là ont participé au casse des fins de manifestation de CPE? Est-ce que le message est le même? Est-ce que la volonté est la même? Non. La question des manifestations. J'ai suivi des jeunes qui ont manifesté et qui s'en sont pris à des manifestants contre le CPE. Donc j'ai suivi cette affaire et c'est deux logiques différentes. Je pense qu'il faut penser ceux qui ont violenté des étudiants, lycéens étudiants pendant les manifestations contre le CPE de deux manières. D'abord, ils ont été assez libres. Pour ceux qui étaient au Champ de Mars, j'y étais, on ne peut pas dire que les forces de l'ordre soient hyper mobilisées tout de suite pour stopper ça. D'une part, c'est une jeunesse qui est venue, une jeunesse qui n'est plus dans le jeu scolaire et qui s'en est pris à une autre jeunesse qui est dans le jeu social. Donc il y a cette conflictualité-là qui s'est exprimée. Et deuxièmement, c'est connu dans le monde des bandes que les manifestations lycéennes ou les manifestations étudiantes, c'est des sacrées opportunités pour revenir avec plein de téléphones portables. C'est aussi bête, hein, ce que je dis, mais les groupes qu'on a vus ne sont pas venus ensemble. C'est des petits groupes qui se sont greffés momentanément et qui ont été, qui s'en sont pris à d'autres lycéens, étudiants de leur génération. Moi, je pense que c'est de ces deux manières-là qu'il faut essayer de comprendre comment cette chose-là a été possible. Mais c'est différent, là, pour le coup, des formes de réaction à des incidents qui mettent en cause les forces de l'ordre. Et c'est toujours, ça démarre toujours d'incidents qui mettent en cause les forces de l'ordre. C'est toujours pareil. En ce moment, aux Pays-Bas, il y a des rébellions très violentes qui partent d'un contrôle d'identité d'un jeune noir aux Pays-Bas, donc il a été contrôlé, interpellé, étouffé, il est mort. Ça, c'est aux Pays-Bas ces derniers jours, et vous avez tout le temps des mobilisations de ce type-là. Ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui se passe encore aux États-Unis, partent du même incident. Quand même l'élément déclencheur central. Merci d'abord pour le film. J'avais une question. J'avais une remarque et une question. Alors, la remarque, c'est que c'est à propos de ce que tu as dit en commençant. Le réalisateur qui a porté le projet, enfin celui qui a initié le projet, qui voulait absolument suivre le sociologue avec la caméra dans le dos, s'est laissé finalement déborder par le sociologue qui va faire lui-même le travail. Ouais, enfin qui a réécrit le film. Oui, qui a réécrit le film et qui fait lui-même le travail. Donc, en fait, et ce qui m'a intéressé, c'est que finalement, ce que tu me proposes, c'est une sorte de vision du dedans par quelqu'un qui est du dedans. C'est la raison pour laquelle à un certain moment donné, tu es toi-même dans le film. Et c'est bien que tu sois dans le film. Alors, j'ai pas voulu être dans le film. Oui, non, mais pour moi c'est bien. Ouais, mais pour moi c'est bien. Ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Ouais. C'est de l'intérieur que la chose se fait. Et de là, ma question, c'est une sorte de plongée un peu ethnographique en fait, dans un quartier où, à un certain moment donné, un des scripts du film dit ceci: on a injecté de l'argent dans le quartier pour faire des rénovations et ça n'a servi à rien. Alors la question que je pose, c'est qui contrôle cet argent? À quoi ça sert véritablement de façon concrète? Est-ce que le film aurait pu montrer des réalisations qui ont été faites avec cet argent-là? Parce que cela n'apparaît, à mon avis, qu'une seule fois, c'est lorsqu'il y a un entretien entre un des jeunes et puis une association de placement du travail. Voilà, c'était cette question. Oui. Alors moi, j'ai voulu être du début à la fin du film. C'était ma condition. C'est-à-dire dans le dérochage, la production, le montage final, j'étais là. Et c'est là que se fait le film. Hein. Le film, il ne se fait pas au moment du tournage. Il se fait au moment du dérochage et du montage. C'est le moment clé, en fait. C'est celui-là qu'il ne faut pas louper, hein. Sinon on a tout perdu.
Donc ça, c'est la première des choses. Mon passage, je pense que le réalisateur et la monteuse ont voulu se moquer de moi. Car je voulais absolument pas être dans le film. Ils m'ont dit, si, on va faire comme avec Hitchcock. Hitchcock, à chaque fois, il pointe sa tête. Ça les a fait rire. Moi, finalement, j'ai laissé... parce qu'il y avait cette dimension. Je ne sais pas si vous avez vu, il y en a deux qui me ressemblent un peu, c'est mes deux frères. Donc, moi j'étais là en train de manger au barbecue, j'étais là pour le film, hein, j'étais en train de manger de la viande et de boire un thé. Bon, voilà. Mais pour répondre à ta question, je dirais deux choses. La première, c'est que il n'y a aucun des jeunes qui disent que rien n'est fait pour nous. Il y a même un qui dit non, on nous a tout mis pour se trouver une vocation. Donc, et ils disent le fond du problème, il n'est pas dans le fait qu'on veuille se trouver une vocation, il est après. Il est après, c'est-à-dire dans l'entrée dans le marché du travail, dans notre capacité de trouver un job sur lequel on puisse s'accrocher, un peu stable, etc. Donc, ça, c'est un point qui me semble important. Deuxièmement, c'est vrai que il y a un grand bâtiment qu'on voit au début, c'est l'Escale, et toutes les associations sont réunies là-bas. Là, on voit la salle de boxe, c'est dans ce bâtiment-là. On voit la mission locale, c'est dans ce bâtiment-là. On pourrait montrer la ludothèque. Il y a pas mal d'équipements qui sont présents à l'échelle locale. Mais il était trop difficile pour moi de montrer pourquoi ce qui est mis en place, une partie fonctionne et ne fonctionne pas, c'est pas le film. Pourquoi c'est pas parce qu'on a un beau bâtiment que les professionnels font ce qu'ils font dans les... C'était m'étendre et aller trop loin. Je voulais rester vraiment dans les ressorts de l'émeute, les ressorts sociaux et politiques, les ressorts familiaux, les ressorts personnels de ces rébellions urbaines, et surtout, notamment l'interaction avec les forces de l'ordre qui prend une place qui est quand même importante dans le film. C'était aussi un choix de recentrage dans 52 minutes. Ça paraît long, hein, mais on ne peut pas faire beaucoup trop. Moi, il me semble que quand même, au début, c'était dans le début du film, il y a un jeune qui a prononcé deux mots essentiels, c'est l'injustice et l'humiliation. Et ces deux mots n'ont pas été spécialement repris par les autres, hein, mais il les a dit. Même s'il dit que tout a été fait à l'école primaire. Bon. Mais injustice et humiliation ont été prononcés. Et j'ai pensé que ça devait être... C'est le fil conducteur du film. Tout. Tout le monde en parle. Ils n'ont été prononcés qu'une fois. Oui. Ils ont été verbalisés 2 fois. Mais sous d'autres mots, quand on dit ça fait mal. Ça fait mal quand on parle de hagra. C'est au début qui est traduit, hagra, humiliation. D'ailleurs, il y a plein de mots, à un moment donné, les familles parlent de la CAF. La CAF, pour les non-français, c'est la caisse d'allocation familiale. C'est les aides sociales pour les familles. Et donc, il a été il a été discuté par le gouvernement de supprimer les allocations familiales pour les familles dont les enfants sont absentéistes ou qui posent des problèmes de délinquance. Et donc, il y a beaucoup de familles qui ont très peu de revenus, pour lesquelles les allocations familiales sont essentielles pour l'équilibre du budget, et donc elles s'étaient mobilisées. En fait, elles ont été, c'est ce qu'elle dit, vexées, parce qu'il y a toujours cette association qui est faite entre familles africaines, ou bien familles nombreuses, et caisse d'allocation familiale. Et on ne l'a pas repris dans le film, mais à un moment donné, Penda a dit autre chose de très intéressant. Elle me dit, on a encore plus d'enfants en Afrique et on n'a pas de caisse d'allocation familiale. On rappelle ça. Je voulais, c'est justement la CAF. Je voulais que je précise. C'est revenu plusieurs fois. Mais enfin, moi, ce que je vois en dessous de tout ça, sous-jacent tout ça, c'est l'envers, c'est-à-dire la perception par une certaine partie de la population et donc la tournure politique que ça prend, quoi. Parce qu'il est très clair que l'envers de tout ça, c'est la montée du FN, c'est tout ça de nos jours. Parce que là, tous les thèmes que l'on voit là sont repris, inversés par les mouvements politiques du FN. Hein. On voit ça, notamment la CAF, le thème intéressé à la CAF, parce que justement, c'est une des anciennes qu'on entend récurrentes. Toutes ces familles-là, ils viennent uniquement pour les allocations familiales, pour les prestations sociales, etc. Donc, c'est ça que je vois en dessous aussi. Oui, non, mais je suis bien conscient que ce qui est dit là, et d'ailleurs j'ai eu des remarques. Par exemple, quand Moussa dit
Moi, c'est l'inégalité, ça m'a toujours frappé, très petit. Et il prend des exemples, mais des exemples qui parlent en tant qu'enfant. Et il dit, pourquoi est-ce que Benoît a son goûter et pas Mamadou? Mais il y en a qui m'ont dit, mais pourquoi la mère de Mamadou n'a pas acheté son goûter? Elle a que j'ai acheté, quoi. Mais c'est pas ça l'essentiel. C'est pas ça le sujet. Lui, il parle de traitement différentiel. C'est ça qui lui vient en tête, mais pour les gosses, c'est quand même des choses qui sont... c'est des symboles, c'est très fort, cette question du goûter, la qualité du goûter, le prix du goûter, les vacances scolaires. Goûter qui a été repris par Jean-François Copé. Absolument, Jean-François Copé, le père au chocolat. Ouais. L'exemple de Moussa, je trouve intéressant. Est-ce que tu vois émerger une classe un peu d'entrepreneurs? Parce qu'en fait, la cité donne un savoir-faire qui peut être tout à fait reconverti dans la fondation d'entreprise. Ce sont des gens qui ont des qualités, des capacités entrepreneuriales. Est-ce que tu vois monter un peu cette tendance, cette émergence d'entrepreneurs? Alors oui, c'est une vraie vocation à l'échelle locale. C'est une vocation qui est incarnée par ceux qui sont dans le trafic de drogue à un moment donné et qui réinvestissent leur argent dans l'économie légale. C'est une figure qui est incarnée. Et donc, alors c'est compliqué parce que l'État, le gouvernement français a resserré le contrôle de l'origine sur la traçabilité des capitaux. Aujourd'hui, il faut vraiment avoir un bon fiscaliste. Et du coup, il faut être un gros trafiquant avec beaucoup d'argent pour avoir un bon fiscaliste. Le Bitcoin. Oui. Mon fils avait ouvert la maison du Bitcoin à Paris. Ils ont ouvert la maison du Bitcoin. Tout le 93 débarque régulièrement pour changer ses euros dans ce qui est possible en Bitcoin. Oh ben, je vais leur envoyer des coordonnées. Il n'y a pas que ça quand même. Il n'y a pas que des... je vis en banlieue, j'ai toujours vécu en banlieue, j'aime bien le rappeler. Dans le 93 où il y a des cités, la cité que tu as montrée, c'est la Suisse à côté. C'est la Suisse. C'est la Suisse. Je parle de Clichy-sous-Bois. Je parle de Montfermeil. Je parle de l'Axe, Gare du Nord jusqu'à Saint-Denis, Saint-Ouen, où la drogue a explosé. Pierrefitte, Sarcelles, ça s'est calmé. Villiers-le-Bel, jusqu'à Villiers-le-Bel, Garges, etc. Bon, cet axe. Là, après, on rentre dans l'Oise ou le Val d'Oise, où ça devient un peu plus clean, comme disent les gens. Il défend Aubervilliers, Pardon? Il y a typiquement d'Aubervilliers. Il est vexé quand t'as Aubervilliers. Non, ça c'est drôlement. Il représente aussi. Drôlement calme. Non, il n'y a pas de grosse. Aubervilliers, Bobigny, etc. Ça s'est calmé. Surtout la Courneuve. Ce qui était vraiment une. C'est-à-dire qu'on a cassé les bars, les 5000, les fameux 5000, non, les années 70 que tu as connu. 4000, pardon, que tu as connu, etc. On commence la réhabilitation. C'est-à-dire, ce qui est perceptible dans ces banlieues, c'est que l'État est présent. L'État est présent. La réhabilitation est vraiment en cours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que l'État, quel que soit le gouvernement, mais la réhabilitation des cités, de ce qu'on appelait autrefois les cités dortoirs, etc., ont été remplacés par des logements sociaux, ce que j'appelle vraiment les logements sociaux, où le principe, par exemple, de la densité humaine, etc., est pris en considération. C'est-à-dire qu'on ne veut plus des grosses barres là, qui sont détériorées au bout de 10 ans et dans lesquelles on trouve les problèmes les plus complexes et insolvables. C'est deuxièmement, il y a peut-être deux petites choses par rapport à la police et par rapport à la question de Dominique qui disait est-ce qu'il y a des entrepreneurs? Effectivement, c'est des PME, des petites PME. En fait, ce n'est pas tellement l'initiative économique qui est à l'origine de la création des PME en banlieue, mais parce que c'est la fermeture du marché du travail qui les a poussés à faire ça. Tout le monde le dit. Il n'y a pas de boulot, on ne nous embauche pas, etc.
Et tous ces jeunes là qui passent maintenant, qui ne veulent plus la filière universitaire, parce que le grand frère a un diplôme, a une licence, a une master, il est au chômage. Et plein maintenant, j'en connais plein maintenant, qui font quoi? Ou le BEP, ou le BTS. Le BTS, c'est en vogue en France. C'est-à-dire que c'est la formation courte et ça me permet de trouver du travail. Mais cela dit, il y a des jeunes, par exemple, avant d'arriver à en trouver du travail, ils n'ont même pas droit au stage. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas le stage. Ou alors, sur un groupe de 20, vous avez, par exemple, 10 Gaulois, 5 jeunes issus de l'immigration maghrébine et 5 jeunes issus de l'immigration africaine subsaharienne. Vous avez les 5 Gaulois, au bout de 15 jours, ils ont leur Stage. Les 10 Gaulois, ils ont leur stage, c'est sûr, mais ceux qui restent sur le carreau, dites-vous que c'est 50-50 des proportions qui restent. Ce sont des chiffres, c'est-à-dire que je vis ça, et je le perçois tous les jours. La police, je la trouve beaucoup plus violente maintenant que dans les années 70, 80. C'était le contrôle. Je me faisais contrôler 3 fois par jour. On sortait de la FNAC, on sortait avec des livres, on sortait avec une amie. Quelle idée d'avoir des livres? Une blonde. Pardon? Quelle idée d'avoir des livres? Oui, non. Ce qui l'intéressait, c'était pas le contenu du sac. Ce qui l'intéressait, c'était que j'avais un sac tout court. Quel que soit le contenu, il fallait justifier. C'est-à-dire que j'étais avec ma copine, il m'a dit, il a dû me tutoyer, ça fait un moment quand même. Il ouvre le sac, tout ça, et des livres, bien sûr. Il est où le ticket Heureusement que j'avais gardé le ticket, heureusement. Et ma copine qui était avec moi, elle avait aussi un sac, elle avait acheté le petit sac FNAC, etc. Il ne lui a pas demandé, elle est intervenue, elle a dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas demandé à moi? Il m'a dit non, moi je veux que ce soit lui qui me montre. J'ai dit, vous contrôlez au faciès, hein? Il me dit oui, alors. J'ai rien dit. J'ai dit, bon, je m'en vais. Il m'a dit, alors, je contrôle au faciès, alors. C'est ça la violence de cette police-là, des années 70, début des années 80. À un certain moment, je ne faisais plus contrôler. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? En fait, je commence à vieillir. Non, je commence à vieillir, c'est vrai. J'ai dit, tiens, la police est devenue une police républicaine maintenant, ou quoi? Je ne fais plus contrôler. Mais en fait, j'ai dépassé l'âge des bêtises. C'est pour ça que la dernière petite chose, c'est... J'arrête, je parle beaucoup. Le bon chef, il va me dire, après tu as pris un quart d'heure. La police municipale. La police municipale. Elle ne rentre pas partout. C'est vrai qu'elle s'occupe beaucoup plus du problème du stationnement que des jeunes, mais la police municipale a créé un lien, vraiment un lien de police républicaine. Ils n'ont pas ils dialoguent. Moi, je les vois dans la ville. Je les vois dans la ville. C'est vrai que le gros morceau, ils ne rentrent pas dans le gros quartier. Là. C'est juste que la police municipale, en fait, comme la police municipale, la mais nationale c'est une chose, mais les polices municipales, c'est la manière dont ces polices sont orientées dépend de la politique municipale, du maire. Et donc à Nice, avec Estrosi, qui a une vision très policière, sécuritaire de la question de la fonction de la police municipale. Du coup, c'est une police très militarisée. À Villiers-sur-Marne, c'est une police très militarisée. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y a une policière municipale qui a été assassinée avec Kalachnikov, c'est une policière municipale de la ville. Voilà. Mais si elle était en intervention, c'est qu'elle était armée. Voilà. Une police qui n'est pas armée ne peut pas aller en intervention face à des gens qui ont des impacts de balles. C'est quand même une histoire assez hallucinante. Et donc la petite Aurélie Fouquier a perdu la vie comme ça. À des bandits chevronnés pour le coup, du banditisme. Non, dans ce que tu dis, il y a quelque chose que je veux retenir. Bon, je leur dirais que c'est la Suisse, ils seront contents. Oui, moi je veux rester propre. Mais c'est vrai que là où ce que je voulais retenir dans ce que tu dis, c'est vrai que dans beaucoup de quartiers, l'État n'a pas abandonné ces quartiers-là. Il y a des milliards qui ont été mis dans la restructuration urbaine,
pour casser, refaire les rues, mettre un peu de logement privé, essayer de construire la mixité comme ça, c'est très difficile. Les effets sont très limités parce que les gens ne veulent pas venir habiter, même dans le privé, neuf, près de ces quartiers. Donc l'effet en termes d'équité est très limité. Mais ça, c'est pas partout. À Villiers-sur-Marne, l'État est présent. À Clichy, l'État a investi avec le tram et bientôt le Grand Paris, le métro du Grand Paris. Clichy-sous-Bois va être complètement, ils vont fermer, vont être complètement transformés. Et j'ai une tante qui habite au Chêne Pointu. 10 ans pour créer le T4, ça s'appelle le T4. Il y a les tracés et oui, je sais, on a commencé les travaux, mais je vais t'informer tout simplement que pour l'incident de 2005, ça s'est passé à Livry-Gargan, ça ne s'est pas passé à Clichy. Ce sont des jeunes qui descendent à Livry-Gargan. C'est une ville à côté. Ils le font toujours parce qu'il n'y a rien à Clichy. C'est là que c'est de là que c'est parti. Mais le T4 en question, qui fait Clichy-Livry-Gargan, après nous avons un tramway qui dessert la gare du Nord, donc le RER jusqu'à la gare du Nord, après Paris, etc. Les commerçants de Pavillon-sous-Bois et de Livry-Gargan, qui sont deux villes, petites villes bourgeoises, mitoyennes, et traversées par le bus qui vient d'Aulnay-sous-Bois pour aller à Clichy, se sont mobilisés pour mettre des pancartes en pleine ville et signer une pétition contre la construction du T4, c'est pour désenclaver Clichy-sous-Bois. Les commerçants ont signé une pétition pour que le T4 ne traverse pas leur ville, parce que c'est une population, pour eux, à risque. Voilà ce qui se passe. Mais heureusement que la démocratie existe en France et que le tracé va avoir lieu quand même pour désenclaver la cité. Ce que je veux dire, c'est que la présence de l'État, elle n'est pas partout. Il y a vraiment des territoires en France qui sont délaissés par l'État. Je parle en métropole et en outre-mer. C'est-à-dire qu'on pense la France quand on pense métropole, quand on pense la France. La situation outre-mer, sous certains aspects, est bien pire qu'à Clichy et Montfermeil. En Guyane ou bien en Guadeloupe, il y a vraiment des situations qui sont très très compliquées, avec des taux de violence enregistrés qui sont au-dessus des Bouches-du-Rhône ou de la Seine-Saint-Denis. Donc la présence de l'État ou l'État partout. Juste par rapport à la religion, enfin, c'était une problématique qui était moins présente en 2005 que maintenant. À Villiers-sur-Marne, il y a une mosquée, enfin, il y a des prêches qui sont assez violentes. C'était ressorti dans les médias en tout cas que, dans le Val-de-Marne, il y avait un problème, et notamment à Villiers-sur-Marne. Est-ce que c'est quelque chose qui a émergé, que vous avez, enfin, je sais pas, qui maintenant fait partie des problématiques pour pallier peut-être à ce manque d'État, à ce manque Alors oui, de fait, sur la cité des Hauts-de-Loup, il y a eu une mosquée qui a été construite localement. Avant c'était une cave, ils ont acheté un pavillon, ils l'ont agrandi. Et en fait, cette mosquée-là est gérée, alors depuis cette année, elle est gérée par 3-4 personnes, toujours les mêmes depuis 25 ans. En fait, ils sont surnommés Kadhafi, Bachar al-Assad, à la tête de l'association depuis 25 ans, donc ils ne veulent pas partir. Donc là, je sais qu'il y a eu un petit coup d'État, et du coup, ils sont partis. Et donc, eux, ils ont jamais fait attention à qui ils avaient laissé, qui avait prêché au sein de la mosquée, à partir du moment où ils avaient quelqu'un. Et c'est vrai que cette mosquée-là, progressivement, est devenue un point de fixation des mouvances, on peut dire, salafistes. Voilà. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, hein. Il y a une différence entre le salafisme et le djihadisme. Le djihadisme, c'est une branche du salafisme qui prône la violence. Donc, il y a une distinction à faire entre les deux. Et effectivement, ça joue un rôle. Alors, il faut savoir que, paradoxalement, là, il y a une deuxième mosquée dans la ville, en dehors du quartier, qui est gérée par une autre tendance, mais qui est moins rigoriste. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les jeunes du quartier fuient la mosquée qui est à côté de chez eux, et qui est appropriée par des gens qui sont rigoristes, plutôt de tendance salafie, mais qui viennent de toute la région, tout le département. Et donc, vous avez les 2/3 des personnes qui viennent dans cette mosquée, soit des personnes âgées qui habitent le quartier et qui ne peuvent pas aller à l'autre, soit des gens qui viennent de loin en voiture. Donc c'est un point d'ancrage. Alors elle ne joue pas sa fonction locale, en termes de proximité. Et donc son rayonnement est beaucoup plus limité. Alors que tous les jeunes nés en France qui vont et qui ont envie d'aller à la mosquée, ce n'est pas tous les jeunes du quartier, c'est une minorité, ils vont dans l'autre lieu de culte.
Là, on voit que c'est présent dans l'espace public. La religion est présente dans l'espace public. Et même Kevin le dit, moi je sortais de la mosquée. Bon, Kevin sortait de la mosquée. Kevin, il est rappeur, il travaille, voilà, mais il va aussi à la mosquée. Et je pense que c'est la forme de religiosité musulmane la majoritaire, en fait, celle de Kevin. Bricolée, avec des arrangements, à géométrie variable, pas rigoriste. Voilà, ça c'est le... Si vous regardez ses clips, allez voir ses clips si vous voulez, à Kevin. Son nom de scène, c'est Hussein. Hussein, voilà. Si vous allez voir, c'est Hussein, H-O-U-2-S-E-I-N. Et vous voyez, c'est pas un grand prêcheur dans ses clips. Hein. Vous irez voir par vous-même si vous voulez, mais il va à la mosquée. Il est musulman, pratiquant. Et c'est à mon avis la forme d'islamité majoritaire chez la plupart des jeunes. Est-ce que ça joue? Est-ce que ça a un lien avec la faiblesse des pouvoirs publics? Non, je ne pense pas qu'il y ait de lien. Je ne pense pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette mosquée-là, son vrai recteur, pour beaucoup d'habitants du quartier, c'est le député maire de la ville. Le vrai recteur, c'est-à-dire celui qui a un vrai pouvoir décisionnaire sur les dirigeants depuis 25 ans, alors lui il est arrivé en 95, un peu moins longtemps, c'est lui. C'est-à-dire qu'à chaque élection, il s'invite avec son lot de promesses. Voilà, il enlève ses chaussures des fois non, et il rentre dans la salle de prière. Il vient après les grandes fêtes, avant les élections, hein, cette année il ne dira pas. Il vient pendant les grandes fêtes, tenir un grand discours, dire à quel point il aime les musulmans, etc. Si vous l'écoutez à l'Assemblée nationale, il est sur une liste, c'est un des parlementaires qui construisent le problème musulman. Nous sommes attaqués, les islamistes, il faut que la République, tous les discours incantatoires. Si vous voyez agir à l'échelle locale, c'est une approche très très clientéliste. Et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit dans la gestion de l'islam de France, dans les rapports entre pouvoir public et dirigeants et lieux de culte. C'est ça la norme. C'est ça la norme. Vous pouvez avoir des discours, des actes et des discours complètement contradictoires de ce point de vue-là. Après, quelle est la place des mosquées dans le lien social? Je pense que c'était ça votre question aussi. Est-ce que ça prend une place? Est-ce que ça remplace les institutions? Oui, c'est une institution. C'est un collectif, c'est une organisation. Il n'y a pas que les musulmans, il y a aussi les témoins de Jéhovah qui sont très implantés dans le quartier. L'église évangélique, protestante, très implantée dans le quartier. Et donc forcément, elles ont ce rôle-là, comme d'autres associations d'éducation populaire ou laïque, un rôle en termes de lien social, de solidarité, pour créer du collectif, etc. Mais est-ce que ça remplace? Non, on ne peut pas dire ça. Je pense qu'on ne peut pas dire ça. C'est-à-dire que la vie quotidienne des gens du quartier, contrairement à ce que présentent les médias, y compris pour les musulmans pratiquants, la vie quotidienne, elle n'est pas rythmée par la mosquée. Elle n'est pas rythmée par les prêches. Elle n'est pas rythmée si pour une petite de personnes zélées, oui, c'est très important. Mais pour la plupart des gens, ils ont un lien très relâché avec ces lieux de culte. Parfois ils y vont, parfois ils n'y vont pas. Ils y vont surtout vendredi pour la grande prière ou pour les grandes fêtes. Je pense qu'il y avait une dernière question. Il y avait juste pour moi une note d'espoir dans ce, parce que c'est quand même assez sombre, hein, ce portrait que vous nous présentez. C'est le rôle des femmes et quelque part leur absence pour jouer un rôle dans cette société, et en même temps la capacité qu'elles auraient à pouvoir apporter des réponses constructives aux enjeux qui sont là. Et la présentation que vous avez faite de la réussite scolaire des filles versus l'échec scolaire des garçons. Et ça me paraît être une piste peut-être intéressante pour essayer de construire quelque chose avec ces banlieues. On sent bien qu'il y a une énergie là, il y a quelque chose, peut-être un désir d'intégration, moins de violence. Et voilà, une logique plus constructive, et je serais intéressée de voir ce que deviennent ces jeunes filles. Alors le mouvement associatif local tient sur les femmes, tient grâce aux femmes. Ça c'est un point qu'il faut avoir à l'esprit. Le mouvement associatif local, les solidarités collectives, comme ce groupe de mamans qui se voient. Mais il y a des solidarités, là elles se voient entre mamans, c'est une association africaine, mais il y a des collectifs transversaux où tout le monde se réunit et tient sur les femmes. C'est-à-dire que c'est les piliers localement du secteur associatif. Après, il faut voir comment ça se passe en famille. Là, il y a quelque chose d'essentiel. Les jeunes filles qu'on voit là, elles réussissent très bien leur trajectoire. Dura et toutes les autres réussissent pas mal leur trajectoire, leur vie. On a vu Ali qui avait perdu son nez, mais sinon les pères, ils sont en fait
les pères. Parce qu'on donc on a vu les mères, on a vu les enfants et les jeunes adultes, mais sinon les pères de ces jeunes adultes que vous avez interviewés, ils sont... On n'a pas d'équivalent à ces réunions aux associations de femmes chez nous en version mari. On peut retrouver des pères, quelques-uns à la mosquée, d'autres chez eux, avec leur famille, mais la manière dont ils se positionnent dans l'espace public, c'est une position en retrait. Même pendant les événements, là, quand ça commence à chauffer, qui est sorti dans la file? Les parents sont sortis dans la rue. C'était les mères. Celles qui sont sorties dans la rue, c'était les mères. Si je peux me permettre, c'est comme ça dans plusieurs sociétés. Oui, voilà. C'est comme ça en Amérique latine, en Argentine et tout. Donc, le Brésil, c'est la même chose en Brésil. Et en France, on va dans la Seconde Guerre. Voilà. Et Ali, c'est un des rares contre-exemples. Engagé au niveau associatif, présent dans l'espace public, qui a une vraie légitimité, c'est un des rares contre-exemples. Mais les femmes, voilà, ne peuvent pas être mélangées aux hommes. Merci, Marois. Merci.